Bonsoir. Je vais d'abord peut-être un tout petit peu me représenter pour vous expliquer pourquoi je suis arrivée à vous parler de ces thèmes ce soir. Donc à la base, je suis actuellement chercheuse en sciences sociales, mais j'ai surtout fait une thèse en géographie. Et je m'inscris dans un courant de la géographie critique qu'on appelle la géographie radicale. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont géographes ici. Ah, super. Et donc, qu'est-ce que la géographie radicale? C'est une forme de géographie qui est arrivée à peu près dans les années 60 et qui a vraiment posé l'idée que le chercheur ou la chercheuse ne devait pas simplement se contenter d'analyser le monde, mais également essayer de changer le monde vers une perspective de justice et donc de justice sociale. Je m'inscris également dans un renouveau actuel de la géographie, géographie anarchiste. Donc pourquoi je parle de renouveau? Parce qu'en fait les bases de la géographie, les premiers penseurs de la géographie comme Élisée Reclus ou Pierre Kropotkin étaient des anarchistes, et c'était aussi des personnes qui refusaient l'exploitation animale. Et à l'époque ça se manifestait par le végétarisme. Donc voilà, donc ça fait plusieurs années que je travaille sur les questions du mouvement vegan, antispéciste, et j'essaye de relier ça à une perspective anarchiste. Et j'avais envie également de faire un lien plus fort, peut-être avec mon engagement féministe. Je vais vous demander d'être assez indulgente ici, parce que c'est la première fois, enfin je l'ai fait hier, mais bon, c'est la première fois vraiment que je pense ces trois thématiques ensemble. Je ne suis pas une spécialiste à la base des géographies féministes, même si je les ai beaucoup intégrées à ma démarche. Et je vais devoir peut-être un petit peu plus regarder mes notes que d'habitude parce que je ne suis pas encore très familière de cette conférence. Et c'est donc, comme vous allez le voir, un work in progress, enfin, c'est un travail en cours. Donc je serais ravie également d'avoir vos avis, vos commentaires à la fin de la conférence afin qu'on discute ensemble. Mon but ici, c'est pas d'arriver avec un savoir figé et d'essayer de vous le transmettre, c'est plus que d'essayer de partager avec vous des perspectives qui m'intéressent et de pouvoir échanger là-dessus. Voilà, donc l'anarchisme, quand on parle souvent d'anarchisme, on a tendance à y voir une figure du chaos ou du désordre, et pourtant c'est un mouvement philosophique et social qui rejette toute forme de domination ou d'exploitation, c'est-à-dire tout système d'archie. Donc contrairement à d'autres formes de lutte contre les oppressions, théoriquement, l'anarchisme ne hiérarchise pas les luttes sociales, c'est-à-dire que des phénomènes comme la hiérarchie, la monarchie ou encore l'oligarchie doivent en théorie être combattus de pair. Alors logiquement, on va voir que ce n'est pas du tout aussi clair que cela, l'anarchisme inclut deux autres formes d'oppression, sur lesquelles donc, je vais me concentrer aujourd'hui, à savoir ce qu'on peut appeler la patriarchie, plus communément appelée le patriarcat, c'est-à-dire la domination institutionnalisée des hommes sur les femmes, et l'anthroparchie, un terme plus récent qui qualifie l'exploitation par les êtres humains des membres des autres espèces, donc plus spécifiquement des animaux non humains. Et pourtant, comme on va le voir, la reconnaissance de ces deux autres formes d'exploitation n'est pas toujours automatique dans les milieux anarchistes et en témoigne justement l'essor relativement récent, plutôt la formalisation relativement récente de deux mouvements spécifiques au sein du mouvement anarchiste qui sont donc l'anarcha-féminisme et le véganarchisme, dont je vais vous parler aujourd'hui, et dont les positions sont loin de faire l'unanimité dans le mouvement anarchiste. Donc, dans cette conférence, je vais surtout aussi m'interroger sur les liens qui peuvent être faits entre ces courants, sur parfois leurs divergences ou leurs oppositions, ainsi que sur les paradoxes ou les dilemmes auxquels ils sont parfois confrontés. Je m'interrogerai je poserai certaines questions, par exemple, est-ce qu'on peut être à l'heure actuelle anarchiste sans combattre les rapports de domination patriarcaux ou paternalistes qui sont parfois présents au sein même des milieux militants? De même, est-ce qu'on peut être anarchiste tout en mangeant de la viande et des produits animaux et en considérant les animaux comme des êtres inférieurs que l'on peut exploiter à loisir? Et inversement, est-ce qu'on peut être aujourd'hui féministe ou antispéciste sans s'opposer à la fois au système étatique et capitaliste qui participe tout autant à l'exploitation animale qu'à la domination masculine?
Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond? Je peux endosser la voix, tout va bien? Ok, super. Donc d'abord, je vais un petit peu commencer par poser les thèmes sur lesquels j'ai travaillé. Donc, je vais vous proposer un peu les définitions du véganisme et du féminisme. Vous comprendrez aussi, au fil de la présentation, pourquoi je parle davantage ici de véganisme que d'antispécisme, même si je ne vois pas ces deux mouvements comme séparés. Donc, le véganisme, c'est un concept qui a vu le jour à peu près avec la fin de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre et qui a été formalisé plusieurs années après, selon la définition suivante. Donc, il s'agit d'une philosophie, d'une façon de vivre qui cherche à exclure, autant que faire se peut, toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller ou pour tout autre but, et par extension faire la promotion du développement et l'usage d'alternatives sans exploitation animale, pour le bénéfice des êtres humains, des animaux et de l'environnement. Autrement dit, le véganisme est conçu comme un engagement éthique qui vise à mettre fin à l'exploitation animale, et aussi, qui se traduit aussi donc par un mode de vie politisé qui consiste à boycotter les produits animaux au quotidien, que ce soit dans l'alimentation, dans l'habillement, dans l'hygiène, etc., ainsi que toute pratique basée sur l'exploitation animale. Et l'idée aussi, c'est de promouvoir des alternatives à cette exploitation animale. Pour le féminisme, c'est un peu moins facile de proposer une définition qui serait acceptée par tous et par toutes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une définition unique du féminisme. Chaque définition suppose certaines valeurs, certaines vues politiques particulières, et de même, il y a plusieurs types de féminisme. Donc je vais intentionnellement commencer par la définition conformiste proposée par Wikipédia. On va bien sûr après revenir sur cette définition. Donc selon Wikipédia, le féminisme serait un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun, définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Et un peu plus loin sur la même page, Wikipédia précise « L'objectif principal de ce courant est de réformer les institutions de sorte que les hommes et les femmes deviennent égaux devant la loi, droit à l'éducation, droit au travail, droit à la maîtrise de leurs biens, les droits de vote des femmes, constituent les revendications principales de ce mouvement. » Bon, si vous êtes un peu familier avec les théories féministes, vous voyez bien déjà les limites de cette définition. Cette définition est donc libérale et réformiste. Elle est d'abord égalitariste, mais je parlerai ici d'un égalitarisme relativement naïf, puisqu'il s'agit de faire des femmes les égales des hommes, mais au sein de structures qui restent hiérarchisées en classe, en nation, en race, etc. etc. C'est bien sûr une définition donc libérale, puisqu'il s'agit d'appliquer les principes du libéralisme politique aux femmes, au même titre que les hommes. Et c'est donc une vision réformiste du féminisme, puisqu'il s'agit d'obtenir l'égalité par des réformes juridiques. C'est la vision de la première vague, on va dire, du féminisme, et qui demeure à l'heure actuelle je dirais, dans les discours médiatiques, les discours politiques, la vision la plus courante et la plus dominante. Vision qui est bien sûr contestée par le féminisme radical. Donc, féminisme radical qui émerge dans les années 60, et pour qui l'idée d'améliorer la condition féminine par de simples aménagements de législation est bien sûr insuffisant. Ce qu'il faut remettre profondément en question, et ce à quoi il faut mettre fin, c'est le système patriarcal. Donc, je vais ici citer l'autrice et militante américaine Bell Hooks, qui déclare « Le féminisme est la lutte pour mettre fin à l'oppression sexiste. La lutte féministe survient partout où et dès qu'une femme ou un homme résiste au sexisme, à l'exploitation sexiste et à l'oppression. Le mouvement féministe naît quand des groupes de gens s'unissent en stratégie organisée pour éliminer le patriarcat. » Alors j'ajouterai encore une couche à cela. Pour bon nombre de militantes et militants, s'attaquer au patriarcat, c'est-à-dire la domination masculine, exige une compréhension bien plus profonde de ce qu'est une oppression sociale. Donc il s'agit ici d'analyser comment différents systèmes de pouvoir peuvent converger, se recouper et se chevaucher pour façonner notre vie. C'est ce qu'on appelle souvent l'approche intersectionnelle. Donc l'idée ici, c'est pas juste que
moi je m'appelle Ophélie Véron, je m'identifie comme femme. À côté de cela, je suis blanche. À côté de cela, j'appartiens à la classe moyenne, etc., etc. Toutes ces caractéristiques prises ensemble façonnent mon expérience du genre et ils sont intimement liés. Donc les conséquences de cette perspective, c'est qu'on ne peut pas démanteler la domination masculine et le sexisme dans notre société sans comprendre des phénomènes comme le capitalisme, la domination blanche, le classisme ou d'autres formes d'oppression. Pourquoi ? Parce que ces autres oppressions ne se contentent pas, entre guillemets, de siéger à côté du patriarcat, elles participent directement aux expériences particulières de l'oppression sexiste. Donc en ce sens, je préfère adopter une définition du féminisme qui rompt avec la définition libérale. Je perçois le féminisme comme une lutte de libération totale qui commence par la résistance au patriarcat. Donc on va voir bientôt où cette définition nous mène. Donc pour bien comprendre l'intrication des oppressions et souligner la nécessité de penser les luttes ensemble, je vais ici examiner le phénomène de réappropriation capitaliste qui touche tout autant les individus humains et non humains que leurs luttes sociales. Donc je vais distinguer d'un côté la marchandisation des sujets, les femmes et les animaux, et la marchandisation des luttes, le féminisme et le véganisme. Donc la marchandisation des femmes d'abord par le capitalisme, elle est très claire. Par marchandisation, qu'est-ce que j'entends ? J'entends un processus par lequel le corps des femmes est appelé à être jugé, mutilé, modelé, pour correspondre à un modèle unifié, la plupart du temps racisé et érotisé. C'est un processus qui va de pair avec une objectification du corps féminin. Les femmes, à l'heure actuelle, sont tout entières réduites à leur corps, par toute cette pression patriarcale, un corps qu'elles essaient de modifier pour correspondre à un modèle unique souvent irréel car objet de manipulation photographique, de Photoshop, etc. Elles ont donc pour cela recours à des régimes amaigrissants, chirurgie esthétique, produits, etc., pour correspondre à cet idéal de beauté figée imposé par l'univers capitaliste. C'est notamment en raison des messages publicitaires et médiatiques qui sont repris ensuite dans l'inconscient collectif que les femmes intègrent l'idéal que les industries de la mode, du divertissement et de la beauté, et de la pornographie, nous vendent. Donc on se rend très bien compte sur ces publicités. Le corps humain est entièrement modelé, contrôlé, le corps féminin, pour correspondre à un modèle figé. La marchandisation du corps féminin va souvent de pair avec une hypersexualisation de celui-ci. Le corps féminin est réduit à un objet sexuel, un produit que l'on peut vendre ou acheter. Et on le voit très bien dans ces publicités, par exemple, qui représentent toujours les femmes comme des objets à vendre ou à acheter. Les femmes n'ont pas de tête, elles n'ont pas de visage, elles sont souvent réduites à certains fragments de leur corps, tels les seins ou les fesses. Et quand il n'y a pas assez de seins, comme dans cette publicité ici, on en rajoute. Donc les femmes ici sont entièrement réduites à un statut d'objet de consommation. Un procédé assez similaire s'opère avec les animaux. On assiste aussi à une marchandisation des animaux non humains, puisque le capitalisme réduit les animaux à des ressources, à des objets marchands désindividualisés. On parle non pas, par exemple, de vaches, de poules ou de cochons, on parle de bétail, de têtes de bétail. Pour les animaux marins, on ne compte même pas ces animaux en tant qu'individus, mais on parle de tonnes de poissons. Et bien sûr, il y a une petite précision ici, on tuait et on exploitait déjà les animaux avant le capitalisme. Le capitalisme n'a pas inventé l'exploitation animale, mais je dirais qu'il l'a porté véritablement à une toute autre dimension, à une dimension entièrement motivée par l'idée de faire du rendement. On est donc dans une perspective où la mort animale est désormais mécanisée afin de tuer le plus d'animaux possible en un minimum de temps. Les animaux sont objets de sélection génétique, ils doivent consommer des nourritures enrichies. On le voit ici par exemple avec l'évolution du poulet de chair entre 1950 à peu près et 2005. On a un poids qui a été multiplié par plus de 4. Ce sont des animaux qui ne peuvent plus désormais
se tenir dans la plupart des cas sur leurs jambes, car leur ossature a évolué moins rapidement que le reste de la structure de cet animal, et qui souffrent énormément de cet aspect. Les vaches actuellement, alors normalement à peu près une vache produit 4 litres de lait par jour, donc c'est ce qu'il faut c'est juste suffisant pour nourrir son veau. À l'heure actuelle, les vaches en produisent entre 23 et 30 par jour et peuvent aller jusqu'à 60 lors de certains pics de lactation pour les variétés comme les vaches Holstein. Donc comme on voit sur cette image, ça crée bien sûr une inflammation, enfin il y a beaucoup trop de lait dans leur mamelle et ça leur crée d'énormes problèmes, notamment des problèmes de mastite, également appelée mamite, donc une inflammation des pies extrêmement douloureuse. Et enfin ici, on voit, c'est une race de bœuf en Belgique qui s'appelle la Bleu Belge et qui a été spécialement sélectionnée pour avoir la masse musculaire la plus importante possible. Et c'est une vache qui ne peut pas mettre bas seule, on est obligé de lui faire une césarienne pour pouvoir retirer les veaux de son corps. Donc on voit bien ici, ces images illustrent bien peut-être cette tentative, cette volonté du système économique actuel d'utiliser les animaux entièrement pour faire du profit. J'aimerais ici citer le sociologue David Nibbert qui déclare « Le capitalisme conduit largement la tradition vieille, continue largement la tradition vieille de 10 000 ans d'exploiter les humains et les animaux pour créer de la richesse et des privilèges pour une minorité. Une exploitation qui continue de lier le destin des êtres humains dévalués et des autres animaux. » Donc, cette marchandisation touche tout autant les femmes que les animaux, et c'est l'un des processus essentiels du système de pouvoir et d'exploitation capitaliste, processus donc que l'on doit comprendre si l'on s'interroge de façon plus générale sur les oppressions. Je vais citer ici la géographe Catherine Gillespie qui déclare « Comprendre cette marchandisation est important à la fois pour le bien des individus animaux qui travaillent et meurent dans l'industrie, et pour le projet plus large de dévoiler les conséquences de la marchandisation genrée de tous les corps, humains ou non humains, ainsi que les structures de pouvoir violentes auxquelles ils sont soumis. » Donc je vais rajouter ici un second processus de marchandisation. Il n'y a pas seulement processus de marchandisation des individus, des femmes et des animaux, mais également un processus de marchandisation de leur lutte, à savoir le féminisme et le véganisme. La marchandisation du féminisme, elle est très claire dès qu'on s'intéresse un tant soit peu à l'univers médiatique et à la presse féminine. Donc on est typiquement ici dans ce qu'on peut appeler le féminisme entre guillemets des magazines. Par exemple, le magazine Elle qui, dans son édito, déclare rêver d'un féminisme adulte et généreux qui ne serait pas un masque mis sur d'indicibles et d'ancestrales pulsions, ni une haine des hommes et de leurs désirs sexuels, ni une haine des femmes et de leurs désirs sexuels. Donc on est un féminisme, je vais rajouter, qui serait toujours selon elle pop, léger et décomplexé. Un féminisme selon le magazine de l'amour qui serait cool, dénué d'agressivité, c'est toujours des citations, pour des femmes, je cite, trop amoureuses des hommes pour vouloir les dominer. Donc on est ici dans un féminisme d'apparence, un féminisme entièrement positif, entre guillemets, pas un féminisme de rabat-joie et de chaîne de garde, et de femmes surtout qui n'aiment pas les hommes. Et c'est un féminisme qui se marie volontiers avec les milliers de publicités pour les produits beauté, les vêtements, les injonctions à la minceur qu'on retrouve dans ces magazines. C'est un féminisme, on pourrait dire, qui est réduit à une sorte de girl power rose à paillettes, qui se vend dès avant la puberté. Et cela, les diverses marques l'ont très très bien compris, puisque le féminisme devient dès lors un argument marketing. On le voit, je ne sais pas si vous avez vu la publicité pour les serviettes hygiéniques Always, avec toute leur campagne de publicité, avec le hashtag Like a Girl, donc se battre comme une fille, être comme une fille et tout ça. On retrouvait le même phénomène avec les publicités féministes entre guillemets de Nike. Ça fait des années que Nike reprend le thème féministe dans ses campagnes publicitaires.
Et on peut noter que dans la plupart des cas, les femmes restent blanches, minces et très souvent épilées. Donc ça, c'est une publicité pour Nike où il est indiqué dès le début que My legs were once two hairy sticks. Donc mes jambes étaient autrefois des bâtons poilus. Donc l'injonction à l'épilation et à la beauté est ici très claire. Et on ne dépasse jamais, je dirais, un féminisme voilà, vraiment d'apparat. Donc les thèmes féministes, ils ne sont pas seulement réappropriés au sein du marketing consumériste. Le marketing invente véritablement un féministe qui serait conforme aux valeurs consuméristes. Donc maintenant, le féminisme, ce serait un petit peu d'oser acheter 3 sacs Vuitton parce que je le vaux bien et parce que j'ai décidé d'assumer ma frivolité. Et ici, ce qui est très grave, c'est que l'émancipation des femmes se trouve réappropriée par l'individualisme consumériste. Le concept de féminisme est entièrement vidé de son sens et il reste souvent assimilé, comme on le voit dans ces mêmes magazines, à une sorte de, je dirais, de développement personnel où les femmes restent assignées aux tâches et aux thématiques auxquelles elles ont toujours été assignées. Donc on a, quoi qu'il en soit, toujours un maintien de la domination patriarcale. La même chose, ou en tout cas des mécanismes similaires surviennent avec le véganisme. Une des plus grandes forces du capitalisme, je vais y arriver, c'est sa capacité à absorber et réduire les valeurs, à marchander tout ce qui existe, y compris les actes protestataires eux-mêmes. Donc il n'est pas si étonnant finalement que le capitalisme parvienne à marchandiser et à s'approprier le féminisme et le véganisme. Donc le véganisme maintenant, très souvent, qu'est-ce que c'est? Dans ces mêmes magazines, c'est un régime in, c'est à la mode d'être vegan. C'est d'ailleurs simplement souvent un régime, et tant mieux s'il fait mincir. Très souvent, on va le rapprocher avec des jus verts détox, avec un mode de vie healthy. Au mieux, on va parler de veggie burger, mais attention, pas trop quand même. Et le tout, bien sûr, est saupoudré de photos de célébrités de Hollywood, de stars, qui ont adopté donc, ce régime vegan avec un grand V et à l'anglaise. Donc ici, bien sûr, le capitalisme parvient à priver le véganisme de son essence radicale et politique à travers un nouveau packaging, finalement. Le véganisme est réduit ici à un mode de vie alternatif et healthy. Donc bien sûr, ça prive complètement le véganisme, qui à l'origine est donc, comme on l'a dit, un engagement à refuser l'exploitation animale et à se battre contre cette exploitation. Ça prive ce véganisme de son intention originelle, de son intention politique, critique et radicale. Et donc ici, le véganisme, en plus d'être un lifestyle, devient surtout un immense business. J'imagine que vous savez qu'à l'heure actuelle, le marché des produits véganes est en pleine explosion, qu'il y a de très nombreuses marques qui ne sont pas du tout spécialement véganes ou éthiques qui s'arrachent ce marché. Ici, j'ai utilisé par exemple, comme exemple Erta. Donc Erta, c'est une marque très célèbre de jambon en France et de charcuterie qui a décidé maintenant de sortir toute une gamme végétale. Et là-haut, il s'agit des produits, pareil, d'une très grande marque, d'une très grande chaîne de supermarchés, Carrefour, donc peut-être un peu l'équivalent de métro ici, qui sort toute une gamme veggie. Parce que ça marche bien, parce que ça se vend très bien. Et ici, le véganisme est tout entier réduit à une entreprise lucrative. On peut parler de véganisme libéral, c'est-à-dire un véganisme qui ne remet pas en cause le plus vaste système social et politique dont il fait partie et qui s'intègre parfaitement dans une perspective néolibérale, consumériste. Désolée. Et l'État dans tout ça, l'État est résolument, on peut le dire, anti-animal, au niveau en tout cas de la question d'éthique animale, comme en témoignent les multiples subventions faites à l'industrie du lait, de la viande, à son opposition à toutes celles et tous ceux qui luttent par leur activisme contre l'exploitation animale. Je pense ici en particulier à la criminalisation des lanceurs et lanceuses d'alerte. Aux États-Unis, il y a des lois qu'on appelle les lois Ag-Gag,
qui sont des lois étatiques qui interdisent les vidéos clandestines dans les élevages et dans les abattoirs. En France, on a les associations animalistes subissent des procès de la part des industries de la viande. L'association L214 récemment a été condamnée parce qu'elle s'était introduite dans un abattoir pour filmer et révéler ce qui s'y passe. Donc le capitalisme, quant à lui, meut et encourage les industries par ses profits que rend possible l'exploitation animale et par la société de consommation sur laquelle ce système repose. Et entre l'État et les entreprises capitalistes agroalimentaires, il y a un lien qui est extrêmement étroit, un lien qui va se retrouver par exemple au niveau du système juridique. Je ne sais pas quel est l'état de la législation ici, mais en France, depuis 2011, il y a un décret qui oblige les cantines publiques, donc les écoles, les hôpitaux, les prisons, etc., à servir des protéines animales à chaque repas. Ce qui est quand même assez fou, et ce qui montre bien véritablement à la fois le poids des lobbies de l'agroalimentaire sur l'État et le gouvernement, et leur lien extrêmement important. De la même manière, l'Union européenne a fait passer une législation il y a quelques années qui est maintenant au niveau de la jurisprudence complètement appliquée pour que les termes par exemple de boissons végétales, de lait, yaourt, fromage, quoi d'autre, crème, etc., ne soient plus appliqués pour les produits végétaux. Et d'ailleurs, à titre d'anecdote, les pressions sont telles, on sort même du cadre juridique, puisque le CNIEL, donc, qui est le principal syndicat des produits laitiers en France, fait pression sur ma maison d'édition pour que je supprime ces mots de mon livre. Voilà. Donc ça montre bien toutes les collusions véritablement qu'il y a ici. Il ne faut vraiment pas perdre de vue, je dirais, toutes ces tendances à la réappropriation, même s'il y a une certaine avancée au niveau législatif, sur les droits des femmes et à très moindre mesure sur les droits des animaux. Ces derniers restent des objets de marchandises au sein du système étatico-capitaliste. Donc on le voit, le combat féministe, le combat vegan est continuellement neutralisé par une forme marchande où la lutte devient finalement un alibi de vente. Et ici, la logique du profit, de l'appropriation des marchés n'est pas le seul système à y contribuer, puisque, comme on l'a vu, l'État, le système juridique et les autres institutions qui y sont associées y participent grandement. Donc c'est pour cette raison qu'une analyse plus profonde de ce système, des institutions qu'il compose et des dominations qui y règnent est nécessaire, et c'est ce que propose une réflexion anarchiste. Je vais boire un tout petit peu. L'anarchie. L'anarchie, c'est un concept qui, en tout cas personnellement, avant que je m'intéresse vraiment à ce mouvement social et politique, c'est un concept qui me paraissait au mieux, je dirais, naïf et chimérique. Au pire, ça évoquait pour moi le désordre, le chaos, la violence et la terreur. C'était les vilains individus cagoulés en noir aux manifestations qui cassaient les vitrines. Et pourtant, l'anarchie, ce n'est pas du tout le désordre, ce n'est pas l'anomie, c'est pas non plus l'absence de loi ou d'ordre, c'est ce qu'on appelle, ça vient de l'anarché, donc autrement dit l'absence de commandement, l'absence de hiérarchie. Plus généralement, l'anarchie désigne le rejet de toutes les formes de domination et d'exploitation, tout système d'archie, entre guillemets, tels que sont, comme on l'a dit, la hiérarchie, la monarchie, l'oligarchie ou la patriarchie. Donc l'anarchisme, qu'est-ce qu'il vise? Il vise l'abolition des institutions, et plus précisément, c'est un mouvement qui lutte pour abolir les institutions dominantes, qu'elles soient capitalistes, patriarcales, racistes, colonialistes, hétérosexistes, etc. etc. Donc l'anarchisme, ce n'est pas la recherche du chaos social, mais, ainsi que le définissait Piotr Kropotkin, c'est un principe ou une théorie de la vie et de la conduite qui est basée sur l'horizontalité, l'autogestion et la démocratie consensuelle, bien que le terme de démocratie soit discuté au sein des mouvements anarchistes. Donc plutôt que des structures qui seraient hiérarchisées ou centralisées.
Et c'est en ce sens que l'anarchisme inclut dans sa lutte la lutte contre l'institution étatique, puisque l'État est régi par une classe dominante qui s'accapare les décisions et qui réprime, via son arsenal policier, toute action contre ce monopole du pouvoir. Donc l'anarchisme s'oppose à toutes les formes d'exploitation ou de domination par lesquelles une majorité établirait ses privilèges sur une minorité sous couvert d'ordre social. Donc, comme l'écrit le géographe, encore un géographe, Simon Springer, cette pensée reconnaît le capitalisme, l'impérialisme, le colonialisme, le néolibéralisme, le militarisme, le nationalisme, le classisme, le racisme, l'ethnocentrisme, l'orientalisme, le sexisme, le genreisme, l'agisme, le validisme, le spécisme, le carnisme, l'homophobie, la transphobie et la souveraineté et l'État, comme des systèmes de domination imbriqués et se renforçant mutuellement. Je suis sûre qu'il y en a qui ont été oubliés, désolée. Donc l'idée ici, c'est qu'il ne s'agit pas de donner des priorités à l'un ou l'autre de nos engagements, mais de combattre ces oppressions, par exemple, tour à tour, mais bien de s'y opposer de façon intégrale et concomitante. En ce sens, une des caractéristiques premières de la pensée anarchiste, c'est qu'en théorie, elle refuse la hiérarchisation des luttes, ainsi que la primordialité d'une lutte par rapport aux autres. Donc il n'y a pas une lutte qui soit plus importante qu'une autre, ni une lutte qui doive en précéder une autre. Cela le distingue en particulier du marxisme orthodoxe, qui soutient que la lutte anticapitaliste serait primordiale et qui défend d'ailleurs la nécessité d'une étape transitoire, la dictature du prolétariat. Et ça le distingue aussi d'une certaine forme, je dirais, d'anticapitalisme, qui soutient qu'en abolissant le capitalisme, toutes les autres formes d'oppression disparaîtront automatiquement. Donc l'anarchisme a généralement conscience de l'imbrication des rapports sociaux dans sa lutte pour abolir les institutions. Enfin et surtout, l'anarchisme vise à mettre en place l'anarchie, c'est facile, c'est-à-dire une société où les individus sont amenés à coopérer en tant qu'égaux et non pas devant une loi qui serait imposée par le peuple, mais selon des libres accords qui seraient conclus entre ces individus et entre les groupes. Donc l'anarchisme, ce n'est pas seulement un projet de destruction des institutions, mais c'est surtout, et avant tout, je dirais, un projet d'instauration de l'autonomie face à ces institutions. Et donc ça s'appuie sur la volonté de démanteler tout rapport de force inégal à partir de principes comme la coopération volontaire, l'altruisme, l'autogestion et l'entraide. Alors, en théorie, on pourrait croire que l'anarchisme est forcément antispéciste et vegan, mais dans les faits, c'est très loin d'être le cas. Donc, il faut savoir qu'il y a d'importants débats dans le milieu anarchiste sur la perception des animaux non humains par les humains et sur ce que doivent être les statuts de ces animaux. Donc, par exemple, parmi les questions qui reviennent le plus souvent, il y a celle de, par exemple, est-ce que manger les animaux, c'est une forme d'exploitation de la nature, ou au contraire, est-ce que c'est simplement une expression de notre continuité avec la nature? Un peu, c'est normal de manger les animaux parce que c'est dans l'ordre de la nature, et donc ce ne serait pas problématique. L'autre question aussi, c'est est-ce que le fait de manger des animaux, c'est justifiable dans certains contextes? Et si oui, selon quel cas, selon quels critères? Et on voit ici que les réponses apportées par les anarchistes, par les différents courants au sein de ce mouvement, varient beaucoup. Donc par exemple, les tenants et les tenantes de l'écologie sociale, je pense ici à Murray Bookchin, estiment que nos relations aux animaux ne doivent pas être guidées par des considérations éthiques, mais simplement par le fonctionnement de notre écosystème. Donc par exemple, pour Bookchin, la préoccupation pour la souffrance animale n'a pas lieu d'être, puisque, au contraire, elle aurait pour conséquence, je le cite, de dévaloriser la signification de la vraie souffrance et de la vraie cruauté, à savoir humaine. C'est une vision qui est éminemment spéciste. Alors plus généralement, il existe tout un pan de l'anarchisme qui estime qu'il n'est pas problématique de tuer ou de maltraiter des êtres sensibles,
Et un certain nombre d'anarchistes soutiennent même que la mort fait donc partie naturellement du monde et de la vie. Et elles soulignent que souvent la nature est gouvernée par la prédation, et la prédation n'est pas une forme de domination. Donc c'est par exemple une vision qui est partagée par Peter Galderlos, qui déclare « Le prédateur ne domine pas sa proie, pas plus qu'il ne la dénie. Il entre en relation avec elle et cette relation est mutuelle. En d'autres mots, une relation que les anarchistes devraient trouver intéressante et potentiellement inspirante. » On pourrait ajouter à cela une petite nuance, que le fait que beaucoup d'anarchistes voient dans les cultures autochtones des modèles d'organisations anarchistes et soulignent le fait que rares sont les peuples autochtones qui sont véganes, qui ne mangent pas d'animaux. Et ces mêmes anarchistes vont souligner que souvent, ces peuples rentrent dans des rapports aux autres espèces qui sont perçus comme réciproques, sans être identiques, que certains n'hésitent pas à qualifier donc d'anarchique et même de juste, même si cela implique de tuer. Et on a ainsi un peu tout le courant anarcho-primitiviste, avec des penseurs comme Jensen ou Zerzan, qui soutiennent la chasse et la semi-domestication. Donc, par exemple, pour Jensen, que je vais citer ici, quand on prend la vie de quelqu'un pour manger ou pour quelque autre usage nécessaire à la survie, on devient responsable de la survie et de la dignité de sa communauté. Il faut bien sûr réfléchir sur ce que ça veut dire à l'heure actuelle, dans notre cas, que soutenir cette perspective et cette notion de survie. À l'heure actuelle, est-ce que nous chassons les animaux dans la majeure partie des cas dans nos sociétés occidentales pour le faire? Non. Nous allons les acheter au supermarché, quelqu'un les a tués pour nous. Et d'autre part, la consommation, les produits à base de viande et les produits d'origine animale ne sont plus nécessaires à notre survie à l'heure actuelle. Donc, dans cette perspective, toujours, les antispécistes sont perçus comme si éloignés de la nature, finalement, qu'elles ne peuvent pas imaginer que la souffrance et la mort feraient naturellement partie de la vie. Et ces visions assez problématiques, je dirais, illustrent bien cette tendance spéciste au sein d'un courant, de tout un courant de l'anarchisme. L'anarchisme, il n'est pas non plus toujours féministe, malheureusement. Alors, bien sûr, si l'on entend, en théorie, là encore, l'anarchisme comme une lutte contre tous les systèmes d'oppression, alors nécessairement l'anarchisme devrait être féministe. C'est d'ailleurs ce que souligne l'anarchiste canadienne Susan Brown, qui déclare « Puisque l'anarchisme est une philosophie politique opposée à toute relation de pouvoir, il est intrinsèquement féministe. » Et pourtant, dans les faits, c'est loin d'être le cas. Pourquoi ? D'abord parce que, historiquement, l'anarchisme a très souvent fait l'impasse du féminisme. Donc, au moment de l'essor de l'anarchisme, à peu près dans la seconde moitié du XIXe siècle, la pensée anarchiste, et à l'époque la pensée également communiste et socialiste, est presque entièrement tournée vers les hommes. L'idée, c'est qu'il faut organiser les ouvriers masculins, leur assurer de bonnes conditions de travail et des bons salaires pour qu'ils puissent, entre guillemets, protéger leurs épouses. Et qu'il est donc, dans l'ordre également naturel des choses, que la femme reste au foyer et soit mère. Donc, par exemple, Pierre-Joseph Proudhon, ici en photo, donc véritable précurseur de l'anarchisme, en tout cas considéré comme tel, soutenait même l'idée que certaines hiérarchies de pouvoir sont légitimes, et en particulier, le père doit être celui qui a l'autorité dans son foyer. Selon lui, la femme devait être obéissante et loyale à son mari. Sa place n'était pas à l'usine, bien sûr, mais à la maison. Et Proudhon rajoutait même qu'il était convaincu de l'infériorité naturelle des femmes, qu'il pensait, entre guillemets, incapables de produire des idées. Les femmes étaient des êtres passifs qui n'accédaient à la pensée, finalement, et au verbe que par la médiation de leur mari. Donc, Proudhon a même écrit tout un livre sur la menace féministe en 1875 qui s'intitule « La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes ». Alors malheureusement, cet aspect très réactionnaire, bien évidemment, de Proudhon a influencé les anarchistes. C'est un aspect d'ailleurs qui a très souvent été occulté par les analystes et, je dirais même plus, par le mouvement anarchiste dans son ensemble.
Cette impasse, on va la trouver d'une autre manière, on va la trouver à travers d'une manifestation de sexisme dans les milieux militants anarchistes. Très souvent, on assiste à des rapports de domination patriarcaux et paternalistes dans les milieux militants, et ce depuis les débuts un peu de l'anarchisme, qui peuvent s'exprimer par exemple par des propos sexistes, voire des agressions sexuelles. On a très souvent un backlash contre les féministes, contre, je dirais plus, le féminisme, enfin l'anarchisme, et même contre toute discussion critique sur le genre, la notion de genre dans les milieux anarchistes. Donc l'anarcha-féminisme, que je vais vous présenter juste après, a d'ailleurs été un moyen pour les femmes anarchistes de s'opposer et de surmonter le sexisme dans ces mêmes milieux militants. Malgré cela, il ne faut pas s'étonner si à l'heure actuelle, ce sont principalement des hommes qui sont dans les milieux militants anarchistes. Une autre contradiction qui traverse l'histoire de l'anarchisme et qui va même au-delà de ce simple mouvement, c'est l'idée que les vies et les luttes des femmes sont spécifiques et particulières, tandis que la lutte des hommes, à l'inverse, serait perçue comme générale et universelle. Et ça, c'est une distinction qui, bien sûr, va à l'encontre du refus de hiérarchisation des luttes. Donc cette idée, elle se retrouve reproduite dans les idées, dans les discours, dans les luttes anarchistes, puisque très souvent, c'est l'expérience masculine qui va être considérée comme l'expérience par défaut. Et ainsi, on oublie de mentionner l'impact du genre sur cette expérience. Et en oubliant que le genre façonne absolument toutes nos expériences et tous nos combats, on reproduit continuellement ces politiques sexistes par défaut. Quatrième point, très souvent, un exemple clé de cette reproduction finalement des rapports de domination dans les milieux militants, c'est le fait que l'oppression des femmes se trouve très souvent occultée au nom de la primauté pour la lutte contre le capitalisme. Donc certains soutiennent que les luttes féministes n'ont pas leur place, tout simplement, dans la pensée anarchiste, et les laissent systématiquement en second plan par rapport à la lutte anticapitaliste. Donc cette hiérarchisation, qui est contradictoire, renoue avec une idée marxiste, qui est que toute énergie, finalement, doit aller à l'organisation des travailleurs, donc bien sûr des travailleurs hommes salariés, on ne parle pas ici des femmes qui travaillent au foyer, et qu'ensuite, quand tout ça se sera fini, c'est bon, on s'occupera enfin peut-être du sexisme. Et enfin, dernier point, pour un certain nombre de militants anarchistes, seule l'action directe, virile et agressive est considérée comme du militantisme utile. Toute autre forme de participation à des luttes anarchistes qui ne passerait pas par ce type d'action est considérée comme marginale et accessoire, voire inutile. Et donc ici, on a encore une forme de hiérarchisation, cette fois-ci du militantisme. Or, il y a tout un tas d'autres actions possibles qui ne reposent pas sur la violence, mais sur d'autres valeurs anarchistes. Je pense ici, par exemple, au DIY, donc faites-le vous-même, qui repose essentiellement sur un principe d'autogestion, ou encore tous les systèmes d'entraide, d'échange de services qui sont mis en place par les anarchistes. Un exemple tout bête, c'est les ateliers de réparation de vélos gratuits qu'on trouve dans beaucoup de villes désormais, et qui ne reposent pas du tout sur un échange de biens ou de services, mais par une pure entraide bénévole. Et ce qui est problématique, c'est que souvent les femmes sont engagées dans ce type d'action. Donc on a ici une perspective masculiniste particulièrement sexiste qui conduit finalement à sous-estimer et à réduire le rôle des femmes dans la lutte anarchiste. J'ai mentionné un petit peu cet aspect lors de ma conférence au Festival Vegan de Montréal, donc je parlais essentiellement du milieu animaliste, mais on peut en plus raisonnablement poser la question de savoir si l'action violente a réellement l'effet positif qu'on souhaitait. Donc on voit à la fois dans la marginalisation de la question féminine au sein de l'anarchisme, dans l'occultation de l'oppression des femmes, ainsi que dans la promotion de l'action directe viriliste, une certaine forme de hiérarchisation à la fois des luttes et du militantisme, qui est en contradiction directe avec
les buts originels de l'anarchisme tels que je les ai présentés précédemment. Heureusement, l'anarcha-féminisme nous rappelle cette contradiction et plus largement, je dirais, nous rappelle qu'il faut lutter contre les dynamiques de genre, même au sein de mouvements militants contre l'anarchisme. Je vais vous parler ici de deux courants qui sont le véganarchisme et l'anarcha-féminisme. Donc le véganarchisme, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'il existe au sein du mouvement anarchiste un mouvement important en faveur de l'antispécisme et du végétarisme, puis du véganisme, qui est né des premières réflexions de l'anarchiste Élisée Reclus et de ses prédécesseurs, et qui a été consolidé et formalisé véritablement par Brian Dominic, qui a donc écrit un texte sur la libération animale et la révolution sociale, une perspective végane sur l'anarchisme ou une perspective anarchiste sur le véganisme. Et c'est donc de cet ouvrage très court que vous pouvez trouver en libre disposition sur Internet, malheureusement seulement en anglais. Je réfléchis toujours à le traduire un jour en français. Et c'est donc de cet ouvrage qu'est né le concept de véganarchisme que je vais présenter ici. Donc déjà, il faut savoir que même si cette formalisation est très récente, déjà dans les textes d'Élisée Reclus, notamment dans son célèbre pamphlet à propos du végétarisme, Élisée Reclus s'interrogeait sur l'élasticité de la morale, finalement, qu'on manifeste dans nos rapports aux animaux non humains. Ces frères, il appelait ainsi, que l'on mange et qui pourtant, je cite, aiment comme nous et sentent comme nous. Donc Élisée Reclus, dans cet ouvrage, établissait les liens entre notre traitement des animaux, les guerres de colonisation et plus généralement notre aspiration à dominer la nature, un thème qu'on va retrouver développé dans toute la pensée écoféministe. Et ainsi, il posait les bases, je dirais, d'une réflexion antispéciste au sein du mouvement anarchiste. Je vais le citer ici. Désolée, le langage de l'époque était bien sûr sexiste, même chez Élisée Reclus. Donc pour la grande majorité des végétariens, la question n'est pas de savoir si leurs biceps et triceps sont plus solides que ceux des carnivores, mais de reconnaître la solidarité d'affection et de bonté qui rattache l'homme, l'humain, à l'animal. D'étendre à nos frères dits inférieurs le sentiment qui déjà dans l'espèce humaine a mis fin au cannibalisme. Le cheval et le bœuf, le lapin de Garenne et le lapin de Gouttière, je ne sais pas exactement quel lapin c'était, le cerf et le lièvre nous conviennent plus comme amis que comme viande. Et alors, cette pensée véganarchiste, elle est théorisée par Brian Dominic. Donc, Brian Dominic pose d'emblée l'idée qu'il ne doit pas y avoir de gradation entre les luttes. Donc, il écrit « Je suis végane car j'ai de la compassion pour les animaux. Je les vois comme ayant une valeur qu'ont également les êtres humains. Je suis anarchiste car j'ai la même compassion pour les êtres humains. En tant que radical, mon approche de la libération animale et humaine est sans compromis, la libération totale pour tous ou rien. » De ce point de vue, en théorie ici, le véganisme fait partie intégrante de l'anarchisme. La perspective véganarchiste défend l'idée que les oppressions à l'égard des animaux humains et non humains sont liées, et il témoigne ainsi de sa proximité avec certaines approches féministes. Je pense ici par exemple à l'approche de Carol Adams, donc la politique sexuelle de la viande, avec certaines approches plus écoféministes, puisque selon Dominic, la destruction de l'environnement découle directement de l'anthropocentrisme. Et on va retrouver également des approches issues des Critical Race Studies. Donc pour Dominic, je cite, « Décider qu'une oppression est valide et que l'autre ne l'est pas revient à limiter consciemment sa compréhension du monde. C'est s'engager dans une ignorance voulue, souvent pour des raisons de convenance personnelle. » Et pour les véganarchistes, ce qu'on trouve aux sources de ces oppressions, c'est l'establishment. Autrement dit, les institutions établies, présidées par le système étatique et capitaliste. Donc, je vais citer d'ailleurs un autre sociologue qui s'inscrit complètement dans cette perspective véganarchiste, c'est Bob Torres, qui déclare « La consommation, l'esclavage et l'assujettissement des animaux non humains à des fins humaines doivent être rejetés par les anarchistes et identifiés comme un aspect parmi d'autres de l'oppression exercée par le capital. » Ainsi, selon cette perspective, le véganisme
ne peut pas rester un simple choix de consommateur ou de consommatrice au sein du système capitaliste. La consommation seule ne permettra pas de changer un système qui repose sur l'exploitation des animaux humains comme non humains. C'est tout le système qu'il faut changer. Et Dominique est en ce sens extrêmement critique, finalement, du véganisme libéral. Donc un véganisme qui, je le rappelle, s'inquiète de l'exploitation animale, mais n'y voit pas un problème lié à l'exploitation capitaliste et étatiste généralisée. Et selon lui, on ne changera pas les choses en continuant à consommer des produits issus de l'entreprise, de l'industrie capitaliste. Le véganisme doit être perçu comme l'aboutissement naturel d'une résistance à l'exploitation totale. Et ainsi, ça on raccroche un peu ici avec une perspective développée par de nombreuses anarchistes qui critiquent la tendance à la fois de nos institutions actuelles et des mouvements sociaux eux-mêmes qui nous poussent sans cesse finalement à nous définir et à définir nos actions en termes de consommation. Ici, la citoyenneté devient limitée finalement au seul acte de consommation. Et alors, de la même manière, le véganarchisme est fondamentalement abolitionniste. Il s'oppose en ce sens au véganisme réformiste, puisque selon cette perspective, ce ne sont pas finalement les lois de protection vis-à-vis des animaux qui vont permettre à ces animaux de se libérer de la domination humaine, puisque pour Dominique, l'État et les lois étatiques sont du côté de ceux qui ont le pouvoir et sont intrinsèquement anti-animales. Et si l'on suit une perspective anarchiste classique, développée par exemple par Bakounine ou encore par Emma Goldman, je reviendrai sur Emma Goldman un peu plus tard, les lois étatiques sont fondamentalement injustes car elles sont basées sur la coercition et elles reproduisent finalement des rapports de pouvoir injustes car elles sont utilisées pour servir les intérêts de ceux et celles qui ont le pouvoir. Donc même si l'État autorise certaines réformes, en fin de compte, ça ne changera rien aux rapports de pouvoir fondamentaux. Et en ce sens, le véganisme se doit d'être anarchiste. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Pas encore. Alors on est parfois tenté de croire que le mouvement anarchiste est tout entier, je dirais, mu par l'idée d'une révolution qui ferait table rase sur toutes les institutions de notre société. Or, un point important qui n'est pas souvent souligné, je dirais, la révolution qui inspire l'anarchisme est certes extérieure, mais elle est également intérieure. C'est d'abord un processus de libération de nos propres aliénations. L'aliénation, donc c'est un concept clé de la pensée anarchiste, ça désigne l'incapacité des individus à se rendre compte de leur propre oppression, de leur propre exploitation, et ça désigne aussi donc la croyance qui en résulte que toutes, ou du moins un certain nombre des dominations sont justifiées. Se désaliéner, c'est alors remettre en cause les valeurs et les représentations culturelles dans lesquelles nous baignons depuis l'enfance. C'est transformer notre rapport au monde en questionnant nos croyances et ses actions. L'idée ici, et c'est une idée donc qui est développée entre autres par Brian Dominique, c'est qu'il s'agit de renverser les oppressions qui habitent nos esprits. Il parle même d'oppresseurs qui habitent nos esprits. Donc dans la pensée véganarchiste, l'aliénation inclut l'ignorance, ou je dirais un refus plus ou moins conscient d'accepter ce qu'est la réalité de l'exploitation animale. Or, selon cette perspective véganarchiste, cette ignorance n'est pas naturelle. Ici, on peut souligner, comme je l'ai fait dans ma conférence il y a 2 jours au Cégep du Vieux-Montréal, pourquoi mangeons-nous les animaux? On peut souligner bien sûr le rôle de l'industrie capitaliste et du publicisme, pour reprendre un terme cher à Axel, véritablement dans cette perspective qui nourrit notre ignorance et qui vise à nous mettre des œillères et à transformer notre vision de la consommation des produits animaux. Pour Dominique, les humains ont au contraire une compassion naturelle à l'égard des autres humains, et c'est une compassion pour les anarchistes en général, les humains ont une compassion à l'égard des autres êtres humains que les véganarchistes n'hésitent pas, du coup,
à étendre à tous les êtres sensibles, donc les animaux non humains. Donc faire souffrir son prochain est une attitude qui requiert à la fois, dans cette perspective, une construction culturelle et sociale, ainsi qu'un certain effort moral. Pour faire taire à la fois ce sentiment de compassion et pour faire taire le sentiment le mécanisme de dissonance cognitive qui résulte de la consommation de viande, il faut, et c'est l'objet du capitalisme et de l'État, dissimuler l'exploitation animale, ainsi on place les abattoirs loin de notre regard, soit construire des représentations culturelles autour de l'animal à manger, c'est-à-dire l'idée que l'animal est fait pour être mangé par les êtres humains. Donc ça, c'est l'objet du carnisme. Or, c'est précisément parce que le véganisme fait de cette désaliénation une étape majeure de son combat contre l'exploitation animale qu'il peut être ici considéré comme un anarchisme. Et une autre erreur commune, enfin, à propos de l'anarchisme, c'est de confondre projet et processus révolutionnaire. Le marxisme orthodoxe vit tout entier dans l'idée d'un projet de révolution. À l'inverse, l'anarchisme s'appuie plutôt sur l'idée d'un processus révolutionnaire qui est réalisable non pas au terme finalement de multiples phases d'un programme, donc dictature du prolétariat, puis diminution de l'État, etc., mais ici et maintenant. Donc il ne s'agit pas tant d'atteindre un objectif final qui serait la fin de l'État, mais bien d'une lutte d'exigence infinie. Ici, il s'agit de créer des points d'altérité, d'abord, des alternatives qui questionnent les limites de l'ordre établi et qui questionnent les idéologies dominantes. Et grâce à ces alternatives, grâce à ces points d'altérité, les individus se rendent chaque jour maîtres et maîtresses de leur propre destin. Et en ce sens, l'anarchisme n'est pas tant un projet qu'une praxis, c'est-à-dire un ensemble d'actions sous-tendues par une idée et tendant vers un résultat pratique. Autrement dit, un peu des idées mises en pratique. C'est dans la vie de tous les jours que l'anarchiste, comme le ou la végane, comme le ou la féministe, met en œuvre le processus révolutionnaire. Parce que nos actions du quotidien, nos représentations quotidiennes sont la preuve de notre aliénation, c'est aussi par celle-ci que nous avons le pouvoir de nous libérer et de changer les choses. Et reconnaître que nous avons le pouvoir d'agir dans la vie de tous les jours, selon Dominique, voici vraiment ce qui permet de libérer notre quotidien de l'aliénation et d'en faire un processus libérateur et révolutionnaire. L'activisme ici n'est plus alors extraordinaire, tendu vers le moment de l'insurrection, vers le moment où l'on décide par exemple de prendre la rue, de se mettre en grève, mais c'est un acte libérateur qui est ordinaire, qui peut s'inscrire donc dans la vie de tous les jours et dans la moindre de nos actions, ici et maintenant. Et le véganisme, comme le féminisme, sont essentiellement, à la fois dans leur thème de combat comme dans leur mode de fonctionnement, anarchistes. Pour revenir au véganisme, il s'oppose à une forme de domination et d'exploitation injustifiée, et il est mouvement du quotidien, c'est-à-dire un mouvement qui transforme la vie du quotidien, donc la vie de tous les jours, par la vie au quotidien, tous les jours. Et on peut établir ici un parallèle avec la définition de l'anarchiste par Brian Dominique, qui déclare « Le rôle du révolutionnaire est simple, fais de ta vie un modèle miniature de la société alternative et révolutionnaire que tu imagines. Tu es un microcosme du monde qui t'entoure, et même la plus simple de tes actions affecte le contexte social dont tu fais partie. Fais en sorte que ces effets soient positifs et radicaux dans leur nature même. » Donc, ce mode de procédé n'est pas sans rappeler le thème anarchiste de la propagande par l'action, entendu non pas au sens classique de recours à la violence, mais plutôt en tant que politique préfigurative, à savoir, il ne s'agit pas pour l'activisme de prôner seulement différents rapports avec les autres êtres sensibles, ou même de se battre pour atteindre ces rapports, mais bien de les réaliser par des actions quotidiennes et de les créer ainsi dans la vie de tous les jours. Donc le véganisme comme l'anarchisme sont des philosophies qui sont ancrées dans nos actes et dans nos routines. La réunion de ces deux mouvements à travers le véganarchisme n'est pas simplement de nature théorique, puisqu'elle est également, on l'a vu, méthodologique et pratique.
puisque tous les deux supposent finalement le même mode d'action. Ainsi, il paraît logique de voir finalement dans cette forme de véganisme radical et dans l'anarchisme deux praxis qui sont étroitement liées et qui sont susceptibles de se rencontrer et de se fondre l'une en l'autre. Et donc, à la différence du véganisme libéral, le véganarchisme pose la nécessité d'une révolution totale. Et il suggère également comment cette révolution peut être menée et à quoi des relations non hiérarchisées et non exploitatives pourraient ressembler. Passons maintenant à l'anarcha-féminisme. D'abord, un petit rappel. L'anarchisme est apparu à peu près dans les années 1840-1850. Le terme de féminisme, lui, est plus récent puisqu'il a commencé véritablement à être utilisé entre 1870 et 1890, tandis que le terme d'anarcha-féminisme est bien plus récent puisqu'il a été forgé à peu près dans les années 70. À la fin du 19e et à la fin du 20e siècle, les anarchistes n'utilisaient pas le terme de féminisme pour discuter des questions de genre. Ils utilisaient plutôt les termes comme la question des femmes ou l'émancipation des femmes. Et même, par exemple, à l'époque d'Emma Goldman, donc un petit peu plus tard, le terme de féminisme avait déjà commencé à être vraiment utilisé. Mais Emma Goldman jamais ne va utiliser ce terme, Emma Goldman qui est vraiment pourtant une icône à l'heure actuelle qu'on qualifierait d'anarcha-féministe, jamais Emma Goldman n'utilise ce terme pour s'identifier elle-même. Donc ici d'abord aussi j'aimerais souligner que mon but c'est pas de mettre l'accent sur la manière dont des hommes anarchistes ont inclus la question du genre dans leur combat. Je préfère m'intéresser à la manière dont les femmes anarchistes ont résisté finalement à la marginalisation de cette perspective et au sexisme dans leur propre combat. Et comment, bien sûr, cette démarche a abouti à l'émergence de l'anarcha-féminisme tel qu'on le connaît maintenant. Alors j'aimerais juste, peut-être avant, revenir aussi sur la notion d'égalité femmes-hommes et sur la définition du féminisme. Il faut savoir que, voilà, précisément, l'anarchisme promeut l'égalité, mais bien sûr pas l'égalité au sens d'une égalité d'intégration dans des structures oppressives. L'égalité anarchiste, c'est la contestation de toutes les formes de hiérarchie et d'oppression. Donc c'est une égalité, ainsi entendu, qui implique au minimum la fin du capitalisme, de la suprématie blanche, du contrôle étatique et bien sûr du patriarcat. Donc ça va bien au-delà de la notion libérale, par exemple, quand elle est appliquée au féminisme, de la notion de droit pour les femmes. Donc j'aimerais vous présenter un petit peu, d'abord peut-être des figures féministes et anarchistes. Les premières, en fait, et puis j'aimerais vous parler surtout aussi de ce qui distingue finalement l'anarcha-féminisme, entendu même comme au sens, selon le terme anachronique, des autres, à la fois du féminisme traditionnel et des autres formes de féminisme à l'époque. Donc, et pardon, des formes, je vais y arriver, de l'anarchisme traditionnel. Donc les premières critiques anarcha-féministes vis-à-vis de l'anarchisme traditionnel, on va les trouver dès la fin du XVIIIe siècle, dès la Révolution française, avec Mary Wollstonecraft, qui écrit l'un des tout premiers essais féministes, qui est intitulé « Défense des droits de la femme », et donc elle écrit en 1792. On pense bien sûr également à Louise Michel, qui est devenue très célèbre lors de la Commune de Paris, et bien au-delà. Je n'ai pas mis ici en photo, mais j'aurais pu parler également des nihilistes russes. Je pense ici à André Léo, à Vera Figner, à Sofia Perovskaya, etc. On peut parler bien sûr de Lucy Parsons, qui est une ancienne esclave américaine. Donc là, on est toujours début 19e, fin 19e, début 20e. Et bien sûr, des figures comme Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, Virginia Bolten, etc. etc. Donc, pour toutes ces penseuses, l'émancipation des femmes ne doit pas être présentée simplement comme un enjeu supplémentaire, je dirais, dans la lutte contre l'aliénation. Pour elles, on ne peut comprendre le système capitaliste sans comprendre l'oppression des femmes, sans comprendre que l'oppression des femmes fait partie intégrante de ce système. Et il ne saurait de la même manière
y avoir de révolution anticapitaliste sans la participation pleine et égale des femmes dans cette révolution. Un autre mouvement qui est apparu un peu plus tardivement, c'est celui des mujeres libres, donc les femmes libres. Donc il s'agit de femmes qui ont été impliquées dans les luttes armées au moment de la guerre d'Espagne. Et c'est un petit peu finalement le mouvement anarcha-féministe qui a suscité le plus d'engouement, puisque à son pic, il a atteint à peu près 30 000 membres, 30 000 femmes qui étaient engagées dans ce mouvement. Et s'il a été créé, c'est également et surtout parce que c'était des militantes anarchistes qui étaient déçues de la manière dont le mouvement anarchiste espagnol traitait de la question du genre et de la question des femmes. Et c'est d'ailleurs cette convergence, je dirais, entre la question des femmes, entre guillemets, et la lutte anticapitaliste qui distingue les femmes anarchistes de la plupart de leurs collègues engagés dans le mouvement féministe. Donc, les premières critiques anarcha-féministes vis-à-vis du féminisme traditionnel ont porté notamment sur le fait que, selon elles, l'exploitation des femmes ne pouvait pas être dissociée du plus large contexte d'exploitation économique et politique. Donc l'idée ici qu'elles ont soulevée, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de se battre pour l'intégration égale des femmes dans un système politique qui serait oppressif et dans un système économique qui serait exploitatif. Donc un des dilemmes un peu qui a été posé à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle pour ces femmes anarchistes, ça a été la question du droit de vote. Pourquoi je parle un petit peu de dilemme ? Plutôt que ça a mis les femmes anarchistes dans une position assez délicate. Parce que, à l'époque, la majeure partie, les femmes anarchistes bien sûr ne soutenaient pas la question du droit de vote. Pour elles, on était vraiment typique dans l'intégration des femmes dans un système oppressif. Et ce qui posait problème, c'est qu'à l'époque, donc, la majeure partie finalement de la politisation des femmes était tournée vers cet objectif qu'elles ne partageaient pas. Et ce qui était problématique, c'était que pour les hommes anarchistes, la lutte pour le droit de vote était très souvent perçue comme réactionnaire et donc inutile, et ça a suscité l'émergence finalement d'un discours extrêmement sexiste des hommes anarchistes au sein du mouvement. Donc ce qui se passait, c'est que la plupart des femmes anarchistes n'ont pas soutenu le mouvement des suffragettes. Elles ont plutôt essayé de formuler une conception qui serait spécifiquement anarchiste et féministe de la lutte des femmes. Donc on le retrouve par exemple dans les écrits d'Emma Goldman, qui déclare en parlant de la femme « Son développement, sa liberté et son indépendance doivent provenir et passer par elle seule. Premièrement, en s'affirmant comme personnalité singulière et non comme marchandise sexuelle. Deuxièmement, en refusant que quiconque s'arroge un droit sur son corps, en refusant de porter des enfants sauf si elle le désire, en refusant d'être une servante de Dieu, de l'État, de la société, de son mari, de sa famille, etc. Ceci seulement, et non le bulletin de vote, permettra à la femme d'être libre. » Emma Goldman est bien sûr une des premières anarcha-féministes à avoir véritablement manifesté son opposition au mariage et aux institutions patriarcales, etc. Thème qu'on va retrouver tout au long de l'anarcha-féminisme. Donc l'idée ici, c'est bien que seules les femmes peuvent s'émanciper. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les lois, ce n'est pas l'État, ce ne sont pas les réformes qui vont leur permettre d'aboutir à leur véritable libération. La libération ne peut pas passer par l'octroi de davantage de liberté aux femmes par les hommes. Donc seules les femmes, véritablement, peuvent être les agentes actives de leur propre libération. Et une autre citation un petit peu longue, mais ce qui permet vraiment de réfléchir à la distinction entre l'anarcha-féminisme et les autres formes de féminisme. Donc par Carol Ehrlich, qui a écrit un essai qui s'appelle « Socialisme, anarchisme et féminisme », qu'on peut trouver également à libre disposition sur Internet, dans la bibliothèque anarchiste. Alors, parce qu'elles sont anarchistes, elles luttent pour mettre fin à toute forme de rapport de pouvoir, toutes les situations dans lesquelles des gens en oppriment d'autres. Contrairement à des féministes radicales non anarchistes, elles ne croient pas que le pouvoir dans les mains des femmes pourrait conduire à une société non coercitive. Et contrairement à la plupart des féministes socialistes, elles ne croient pas que quelque chose de bien puisse sortir d'un mouvement de masse avec une élite dirigeante à sa tête. En bref, ni un État ouvrier ni un matriarcat ne mettra fin à l'oppression de toutes.
Le but dès lors n'est pas de s'emparer du pouvoir, comme les socialistes aiment à le dire, mais d'abolir le pouvoir. Ça date de 1970, pardon, cette citation. Et en fait, il va falloir atteindre la seconde vague du féminisme dans les années 70 pour que commence à se théoriser de manière plus approfondie le lien entre féminisme et anarchisme, sous la forme d'un lien entre oppression étatique et oppression des femmes, comme je l'ai déjà présenté. Donc je dirais que parce qu'ils luttent contre toutes les oppressions, parce qu'ils souhaitent instaurer l'autonomie, l'anarchisme, l'anarchaféminisme est un héritage qui est plus que pertinent pour le féminisme, puisqu'il permet de lutter ensemble contre l'ensemble des oppressions qui coexistent, et il ne tend pas à secondariser les luttes féministes comme d'autres mouvements anticapitalistes le font. Donc en ce sens, et c'est vraiment la pensée de l'anarchaféminisme, l'anarchisme devrait être féministe. Et je vais citer ici Deirdre Hogan, donc du mouvement de solidarité des ouvriers et ouvrières irlandaises, qui déclare « L'anarchisme et l'anarchaféminisme sont la même chose. L'anarchaféminisme souligne simplement le fait que le féminisme est inhérent à l'anarchisme. » Et pour aller un petit peu plus loin, je vais poser ici un peu une conclusion ouverte. Je dirais qu'il existe bien sûr de très nombreux travaux, à la fois en études de genre et en études animales critiques, souvent liés à la tradition écoféministe. Tradition écoféministe, je pense ici par exemple à Carol Adams ou à Martha Kiel, qui influencent beaucoup la pensée anarcha-féministe, qui voient les rapports de domination et de hiérarchie comme étant fondamentalement liés. Et pourtant, je dirais que ces travaux ont parfois tendance, je m'appuie beaucoup sur ces travaux, donc je ne peux pas les critiquer complètement, mais ces travaux ont parfois tendance à sous-estimer ou à minimiser, je dirais, l'imbrication des systèmes politiques et économiques qui soutiennent ces rapports de pouvoir et qui en bénéficient. Une autre chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a également peu de tentatives de penser finalement un processus révolutionnaire qui permettrait à la société humaine et à la société animale d'avancer vers des relations qui seraient dénuées de marques de domination et de pouvoir. Donc la perspective anarchiste, elle a ceci d'important, d'utile, qu'elle a développé depuis longtemps une critique profonde des rapports d'autorité et des rapports d'exploitation, de même que finalement des programmes de changement révolutionnaire. En ce sens, la perspective anarchiste pourrait jouer un rôle particulièrement important pour repenser ces rapports de pouvoir tout en évitant certains des écueils de l'approche écoféministe. Donc le véganisme, tout comme le féminisme, comme entendu ici comme des praxis, ne sont pas simplement proches de l'anarchisme, ou du moins ne devraient pas simplement l'être, mais je dirais qu'ils se doivent d'être anarchistes, puisque l'anarchisme offre une compréhension systématique des fondements de l'exploitation des femmes et des animaux, de même que tous les autres groupes qui sont opprimés. Il offre aussi un mode de résistance à cette exploitation, et à ce titre, je dirais qu'il mériterait de se voir offrir une plus juste reconnaissance au sein du mouvement vegan et féministe, et au-delà, une place plus importante au sein des études critiques sur le genre et les animaux non humains. J'aimerais donc peut-être que l'on pense davantage à créer davantage d'alliances militantes entre ces trois mouvements, qu'on pourrait peut-être formuler sous ce terme absolument imprononçable de véganarcha-féminisme, ou peut-être d'anarchisme vec-femme, je ne sais pas. Mais je pense que ces mouvements auraient ainsi beaucoup d'avantages à s'unir. À la fois, ça permettrait de gagner en visibilité, en force, en adhésion, en cohérence peut-être également, et ainsi penser à abolir les oppressions qu'ils combattent. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on a une vingtaine de minutes pour les questions. Et commentaires, ça peut ne pas être des questions, ça peut être des remarques, des objections, voilà. Pas trop d'objections. Du coup, est-ce que quelqu'un a une question ? Je pense pas que je pourrais passer le micro, par contre. Mais si vous parlez fort, ça pourrait le faire.